donc j'ai commencé à vouloir faire ce film, qui est un film extraordinaire, parce que le Code Noir, c'est vraiment un texte, c'est-à-dire l'esprit humain a vraiment été cherché à justifier l'injustifiable, c'est-à-dire c'est à chosifier une personne, l'individu africain. Et donc c'est passionnant parce que c'est une démarche philosophique qui se fait. Je vous le rappelle, donc à l'époque des Lumières, de toute cette saloperie. Et donc c'est amusant parce que on est vraiment, enfin les Lumières arrivent un peu après, mais je veux dire, ils ont tous maintenu ce code noir. Et d'ailleurs, je crois que là, c'est incroyable comme le temps s'amuse avec moi. Je crois que Bayrou a demandé à ce qu'on abolisse le code noir. Il n'était pas aboli. On l'utilisait plus, mais officiellement, il n'était pas encore aboli. Bon, en fait, bon, voilà, ce que j'ai à vous dire, c'est que effectivement, à ce moment-là, le CNC m'avait dit que ça n'était pas un sujet et que, alors que ce même CNC avait financé 50 films la même année sur l'Holocauste et j'en passe. Donc cette organisation, cette hiérarchisation organisée, méthodique du système, évidemment, est là pour diviser, pour faire en sorte que les gens s'affrontent, que les Noirs soient coupés de leur histoire, que les Blancs soient coupés de leur histoire, et qu'un petit groupe sioniste, qui ne représente pas les Juifs de France, mais qui s'en servent évidemment comme d'un bouclier humain, eh bien, on le voit aujourd'hui d'ailleurs en Israël, hein, qui est en première ligne de la problématique que l'on évoque en ce moment. Eh bien, voilà, c'est-à-dire qu'on arrive au bout de cette histoire, et c'est-à-dire qu'on arrive au bout du mensonge. Alors on peut pas aller plus loin quoi maintenant. Et donc il y a des gens qui refusent et c'est la guerre. Et moi je la regrette cette guerre parce que en tant que chrétien, si vous voulez, je sais que ce chemin-là n'est pas le bon. C'est le chemin du pardon, mais par contre le chemin, oui, de Poutine, des BRICS, du monde multipolaire, ben c'est le véritable ennemi aujourd'hui. C'est effectivement celui qui ne veut pas se soumettre. Ça a commencé par un discours écolo baba cool et ça se termine par BlackRock. Oui, oui. Et donc, et le tout avec un système, j'insiste, de prélèvement sur vos factures à la fin du mois. Ben oui, c'est tellement plus simple. Et donc, c'est terrifiant, quoi. C'est absolument terrifiant. Et donc, ça ne peut pas, parce que les gens qui nous écoutent savent très bien que l'hiver, ils font attention à leur consommation. Ouais. Ils baissent déjà. Ouais. Ils ne peuvent pas encaisser un doublement. Ils ne peuvent pas payer les 300 milliards. Ils ne peuvent pas. Et ils ne doivent pas. Parce qu'éthiquement, nous n'en avons pas besoin. Notre consommation électrique ne monte plus pour tout un tas de raisons. Donc, nous n'avons pas besoin de cet investissement qui va doublonner et qui va nous ruiner. Et le niveau actuel fait que beaucoup de boulangers dans nos villages ont dû mettre la clé sous la porte. Oui. Vous n'imaginez pas si ça double encore. Je ne vois pas bien où on va trouver son pain. Donc, le tout cumulé, je vois difficilement comment le pays va faire pendant 2 ans avec un chef de l'État officiellement ennemi de son peuple. Et officiellement sorti d'une éthique républicaine. Quand le Parlement a parlé, en République, on ne joue pas de technique. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est torpiller cette loi en se disant que la gauche ne va pas la voter parce qu'elle est portée par les macronistes, de manière à ce que la ZFE, qui est incluse dans cette loi, c'est des sinistres techniques parlementaires. On est dans une crise de la déconnexion complète. Et ce que je porte, moi, avec les gueux, c'est une volonté de reconnecter la République un jour avec des référendums d'initiative citoyenne, de manière à ce qu'on ne soit pas obligé d'aller occuper des ports, de faire des alliances. Il faut qu'on redevienne une démocratie où le peuple s'exprime directement. Directement. Et où on se fasse confiance les uns les autres, parce qu'on est un peuple éthique, on a des valeurs, on est des républicains. Et nous n'accepterons jamais le tri humain, la ségrégation, les ZFE jamais, mais jamais.
Prenons les choses par le début, c'est-à-dire par la fin de ce qu'il a dit, en raison de la menace que représente la Russie. Et ces élites atlantistes veulent se défendre. Et ces élites atlantistes veulent écraser la Russie. Et le front, actuellement, est en Ukraine. Et ça, oui, il a raison. Et c'est vrai, parce que, comme on disait depuis le début, ce sont deux visions du monde différentes. Soit vous avez le monde russe, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le monde français, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une Europe européenne, c'est-à-dire que les gens ont le droit d'avoir leur civilisation, leur culture, leur langue. Les pays ont le droit d'avoir leur intérêt national et de le défendre. Et les autres sont obligés de respecter l'intérêt national des autres pays. C'est un monde de pays souverains. Soit vous avez le monde de la globalisation avec un centre qui décide de ce qu'il faut et qui instrumentalise le territoire, les populations, afin de défendre ses propres intérêts. Ce sont deux mondes différents. Et en ce sens, oui, la Russie représente une menace existentielle pour ces élites atlantistes, et je dirais heureusement, pour nous en tout cas, pour les peuples. La France est en guerre contre la Russie. Malheureusement, oui. Il faudrait que les populations françaises, que les Français en prennent conscience. De facto, hors toute législation, la France est en guerre. La France aurait pu avoir un minimum de cadre législatif si cet accord de coopération militaire, c'est-à-dire de sécurité qu'elle a passé avec l'Ukraine, avait été au moins ratifié normalement par le Parlement. Ce ne fut pas le cas. Donc, il n'y a pas de base légale à l'engagement militaire de la France en Ukraine. Ce qui n'empêche pas que, objectivement, oui, la France est engagée. La France finance l'arme. La France envoie l'arme. La France finance les soldats ukrainiens. La France forme les soldats ukrainiens. La France envoie sur place des formateurs. La France va envoyer Renault et d'autres entreprises, et ça n'est pas la seule, puisqu'il y a d'autres pays européens allemands notamment, polonais, tchèques, etc., américains, qui ont déjà transféré une partie de la production militaire sur place en Ukraine. Donc, oui, tous ces pays sont partis au conflit, pour la simple et bonne raison que c'est leur guerre. C'est pas l'Ukraine qui fait la guerre. C'est leur guerre en Ukraine, en utilisant l'Ukraine contre la Russie. Donc malheureusement, oui, vous voyez, il a raison, mais pas pour ce qu'il avait dit. Je sais que c'est dur, mais selon moi, je n'ai fait que ce que j'avais à faire. Et j'ai fait ce que j'avais à faire pour répondre justement à cette déontologie. Donc je ne comprends même pas pourquoi je suis là, en fait. C'est parfois... complètement lunaire. Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Est-ce que parfois de désobéir, c'est de faire la bonne action? Ou est-ce que désobéir, c'est agir dans un bon chemin aujourd'hui? Eh bien, moi, je crois que quand on désobéit, c'est parce que l'ordre ne nous permet pas d'être dans l'obéissance juste. Et donc, pour être dans l'obéissance juste, notre devoir, c'est de désobéir. Mais c'est dur, parce qu'on sait que en face, ça va pas être d'accord, et que la sanction est potentiellement là. Quand on nous demande d'obéir comme une machine, comme un robot, ouais. Eh bien, désobéir est un acte d'humanité. Parce qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et c'est ça qui nous différencie des machines et des robots. Peut-être qu'ils voudraient qu'on soit des machines et des robots, mais on ne l'est pas encore. Et donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui a mené la... Enfin, comme on disait, on ne s'est pas posé de questions. On avait des gens... voilà, je te laisse continuer. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un monde qui n'est pas adapté à un être humain. On est dans une société, dans des politiques et dans une façon d'organiser la vie qui n'est pas adaptée à l'être humain. Donc en ça, votre question de se demander est-ce qu'ils veulent qu'on soit des robots est légitime. Et non, il n'y a pas de pardon, c'est tout à fait juste. À partir du moment où on robotise l'humain, on se trompe. Et très souvent, moi, on me dit « Ouais, hello, t'es un super-héros ». Non, mais je suis pas un super-héros, en fait. Je suis juste une humaine qui a fait la part qui était juste à faire. Peu importe le risque, peu importe ce que ça m'en coûte, je sais pertinemment, et je savais pertinemment qu'il y avait un risque. À partir du moment où on sort du jeu sociétal, forcément, on va venir nous chercher. Oui, mais c'était pas possible, en fait. Et c'était de notre devoir que de dire non. Quoi qu'il en coûte. Et c'est vrai que c'est lourd à porter. Parce que le quoi qu'il en coûte, il va aller jusqu'où?
Eh ben, on va passer à Marie-Madeleine, hein. Plus précisément, tu dis que ces femmes ont été souillées, défigurées, emprisonnées. Pourquoi l'histoire humaine, hein, selon toi, semble-t-elle toujours avoir peur des femmes porteuses de pouvoir sacré? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Parce qu'effectivement, on a une diabolisation accrue, hein, tout le temps. Oui, oui. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, déjà, en parlant de Marie-Madeleine, donc pour tout le monde, Marie-Madeleine, c'est une pécheresse, une femme, une prostituée, enfin voilà, une femme de mauvaise vie, enfin voilà. Ça, c'est ce qu'on apprend, hein, c'est ce qu'on nous dit voilà. Et en fait, moi, je vais découvrir que pas du tout. Je vais découvrir que non seulement c'est pas le cas, c'est une femme de descendance, d'une belle lignée, qui porte en elle l'éveil, la connaissance, l'engagement, le savoir. En fait, c'est une chevalière de l'époque, clairement, par la loyauté, la sincérité. Elle va être très liée à Jésus. Elle va avoir même un rôle fondamental auprès de Jésus. Mais il faut savoir que les femmes, et d'ailleurs je le dis, c'est vrai qu'elles ont été salies, souillées, abîmées, trahies, etc., enfermées. Mais parce qu'en fin de compte, ce fait, en fait, c'est le fait de dévaloriser le rôle des femmes. Et le fait de dévaloriser le rôle des femmes, c'est ce qu'on appelle l'effet Matilda. L'effet Matilda, c'est en lien à une auteure américaine, Matilda Joslyn Gage, qui expliquait qu'en fait, on invisibilisait les femmes, on les dévalorisait au profit des hommes qui, eux, leur ont volé la vedette. Et l'histoire n'est fait que de ça, c'est-à-dire de femmes qui avaient dans tous les domaines, scientifiques, politiques, économiques, religieux, spirituels, dans les arts, en fait, on voit que la femme a eu du mal à faire sa place. Elle a eu du mal à faire sa place parce que y a des prix qu'on ne donne pas forcément à des femmes. Quand on reprend Marie Curie, par exemple, bon, elle a quand même eu le prix Nobel, mais il fallait y aller, je veux dire, et même dans l'art, et même dans la religion, même dans la spiritualité. On a mis beaucoup l'homme en avant, alors qu'il y a eu des sociétés matriarcales où la femme avait un réel pouvoir. Et c'est ça que je vais découvrir en allant justement dans ces voyages dans le temps. Je vais découvrir le pouvoir qu'elles avaient, l'engagement qui était le leur, et surtout le but de tout ça. Et ça va être intéressant de découvrir. Et finalement, on se rend compte qu'on s'éloigne un petit peu de du message dit, en fait, de ce qu'on a pu apprendre en religion ou au catéchisme, et on se dit, mais c'est pas du tout ce que je vois, et c'est pas du tout ça. Et en même temps, j'ai envie de dire, dans toutes les enquêtes historiques que j'ai menées, et sur pas mal de sujets, quand j'ai enquêté, c'était pas tout à fait ce qu'on nous raconte, en fait. Il y avait autre chose derrière. Ceux qui sont croyants et qui s'intéressent à l'eschatologie, j'ai dit, dans le judaïsme, il y a une eschatologie, mais dans le christianisme et l'islam aussi, il y a une eschatologie. Et ces événements-là sont décrits dans l'eschatologie chrétienne et musulmane. Et en fait, l'espoir pour les croyants, c'est de dire qu'effectivement, ces événements-là vont advenir. D'ailleurs, le Christ en parle dans les évangiles. N'ayez pas peur, ne soyez pas troublés, même si ça va être des temps difficiles, car ces choses-là doivent arriver avant la délivrance. La délivrance, du point de vue chrétien, et même du point de vue musulman, c'est la défaite en fait de ces forces-là, la force antichristique et la victoire du Christ, la victoire de Dieu au final. Et si on n'est pas croyant, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des forces qui sont à l'œuvre, des forces religieuses, politico-théologico-politiques, que ces forces sont, si on n'est pas croyant, qu'on ne croit pas en l'Antéchrist, en Dieu, etc., ces forces-là sont nihilistes, elles sont à l'œuvre en Occident, comme en Israël, mais c'est des nihilismes qui se manifestent différemment. En Occident, c'est le LGBTisme, c'est la promotion en fait, de la criminalité, c'est la non-sanction des criminels. On le voit dans certaines villes aux États-Unis, par exemple, où on n'arrête pas les criminels ou les voleurs au-delà de $900 qui ont été volés. Enfin, je veux dire, c'est l'anomie, en fait. C'est la disparition de la loi. Et l'antéchrist est associé à l'anomie dans la tradition chrétienne. C'est-à-dire l'homme sans loi. L'homme sans loi, donc le pouvoir sans loi. Et pour toi, le LGBTisme, ça serait le renoncement de la loi de la famille, par exemple? De la loi naturelle, en fait. C'est-à-dire qu'un homme est un homme, une femme est une femme, la stabilité de la société, ça correspond à ce qu'on appelle les lois naturelles ou les lois de Dieu, c'est-à-dire qui permettent un ordre. Et dans la tradition musulmane, il y a cette idée-là que c'est les finalités de la loi, qu'on appelle en arabe maqasid al-sharia, et dans ces objectifs, il y a la préservation de l'espèce humaine. C'est un objectif religieux. Or, si vous faites
vous pratiquez une politique de dénatalisation, de stérilisation, et que vous faites en même temps la promotion du LGBTisme, au final, si vraiment plus personne ne fait d'enfants et plus personne n'est hétérosexuel, comme en fait on nous y invite d'une certaine façon, bah, c'est la fin de l'humanité, très concrètement.